à partir de la troisième, un stage dans telle entreprise, puis un seconde pour montrer la cohérence du parcours qui fait que c'est bien dans ce projet que je m'inscris. Il faut savoir trouver les bons arguments. Donc c'est un passage, si vous voulez, dans le dossier qu'il faut surtout bien travailler. Alors évidemment, pour les étudiants, pour les élèves qui vont chercher les études dans des voies très sélectives, telles que par exemple les IEP ou Sciences Po Paris, évidemment, là il faut une lettre de motivation qui soit extrêmement travaillée. Parce que c'est un des éléments qui pèse le plus dans le recrutement des élèves. Donc il faut là aussi beaucoup travailler cette lettre pour qu'elle soit effectivement prise en compte. Pour les vœux multiples, l'élève peut formuler, je l'ai dit, jusqu'à 20 sous-vœux. On va expliquer ce que ça signifiait tout à l'heure. Vous comprenez cette histoire de vœux et sous-vœux? C'est bon. La même formation, vous pouvez la décliner dans de nombreux établissements. Et vous n'avez pas à classer. Ça, c'est ce qui nous différencie avec ce qu'il y avait avant. Avant, ils étaient obligés de classer leurs vœux, de les hiérarchiser. Là, ils n'ont plus besoin de le faire. Donc, l'établissement d'accueil ne sait pas si l'élève a placé cet établissement en priorité dans ses choix ou loin dans ses choix. Il ne le sait pas. Cette phase s'achève le 11 mars, il ne faut pas la rater. Donc, il vaut mieux trop en mettre de vœux que pas assez. Il ne faut pas avoir de regrets. Il ne faut pas que la date de passée se dise zut si j'avais su. Tant pis. Il vaut mieux plus en mettre que pas assez. D'autant plus qu'ensuite, vous avez encore jusqu'au 8 avril pour les confirmer les vœux. C'est-à-dire pour dire ce vœu que j'ai émis le 7 avril, là, je le confirme effectivement. Et donc, si vous en avez trop mis, vous pourrez là, à ce moment-là, décider de la laisser tomber. Ouais. Et il vaut mieux avoir cette démarche que la démarche contraire en se disant zut, j'ai raté un truc. Parce qu'après, c'est trop tard, on ne peut pas revenir. Hein. Passé le 11 mars, vous ne pourrez plus rentrer dedans. Donc il vaut mieux plus en mettre que pas assez. Et après, vous vous rétractez le cas échéant. L'élève doit confirmer. S'il ne confirme pas, son vœu tombe. Voilà. Il confirme, il joint tous les documents qui lui sont demandés. Donc ça veut dire les bulletins, les premiers et deuxième trimestres, qui bien sûr seront à sa disposition. Ce que l'on appelle la fiche à venir. Au conseil de classe du second trimestre, le conseil de classe va remplir ce qu'on appelle une fiche à venir. C'est-à-dire une fiche qui, eu égard aux demandes que fait l'élève sur son orientation post-bac, porte un avis. Cette fiche n'est pas connue du candidat. La famille en prendra connaissance ainsi que le candidat qu'au mois de mai. C'est un document qui est fait par le conseil de classe, qui est joint au dossier. Mais je peux vous assurer qu'il est fait avec bienveillance. Il est fait de sorte que nous soyons sincères aussi avec bienveillance. Il ne s'agit pas ici de casser nos élèves, vous en doutez bien. Il s'agit au contraire de montrer effectivement ses atouts, ses forces. On va plutôt mettre en avant ses capacités plutôt que de mettre en avant ses limites. Donc l'on sera sous silence. Mais cette fiche à venir est aussi jointe avec les bulletins scolaires. Et ça, vous n'avez pas à vous en occuper, ça se fait automatiquement par le biais de l'établissement. Donc lors du conseil de classe du second trimestre, s'il y a ici des parents correspondants, vous assisterez au conseil de classe normal, et puis on vous demandera de sortir, et les professeurs reprendront chaque élève pour compléter la fiche à venir de chacun de ces élèves. Donc confirmation des vœux jusqu'au 8 avril. Théoriquement, si tout se passe comme il a été prévu, si le Covid, enfin, si la crise sanitaire ne vient pas encore bousculer le programme du second, d'après Noël. Théoriquement, donc si ça se passe comme prévu, les deux épreuves de spécialité vont se passer du 15 au 17 mars. Pour le moment, c'est ce calendrier qui est maintenu. Donc les élèves seront convoqués pour passer leurs épreuves de spécialité. C'est des épreuves écrites, sur des formats donc souvent d'épreuves de 4 heures. Ce sont des sujets nationaux, donc ils se dérouleront le même jour pour la même épreuve sur l'ensemble du territoire. Et théoriquement, les notes qu'ils obtiendront à ces deux épreuves remonteront dans Parcoursup avant le 8 avril.
Ce qui signifie que les établissements d'accueil auront aussi cette information. Les professeurs qui corrigeront donc les épreuves du baccalauréat, des spécialités, devront rendre leur notation avant le 8 avril, de sorte que ces notes seront, dès qu'elles seront enregistrées, elles remonteront dans Parcoursup. Si cela se déroule tel que prévu, il est clair que ces notes vont avoir un statut important. Et d'autant plus aujourd'hui que, vous le savez, les autres épreuves ont été supprimées et qu'on passe au contrôle continu intégral dans l'établissement. Les épreuves de 3C, d'évaluation continue, vous l'avez envoyé dans un message, elles ont été supprimées. Ce qui veut dire que ces notes qui ont été obtenues aux épreuves de spécialité, qui sont donc des notes qui ont un caractère assez objectif, pourront peut-être permettre aux établissements de nuancer aussi l'effet établissement. J'entends par là un élève qui aurait 17-18 de moyenne, par exemple, dans une spécialité dans son lycée, et qui obtiendrait un 7 ou un 8 dans l'épreuve de spécialité au bac. Pour l'établissement d'accueil, cet élève, vous l'avez compris, vaudrait 7 ou 8. Oui, vous entendez, vous comprenez mon raisonnement. Il y a un effet peut-être de surnotation qui pourrait être relatif à l'établissement, qui là sera tempéré par le fait que la note est une note objectivée, puisque la copie a été corrigée dans le cadre de l'anonymat le plus total, et le sujet était un sujet national. Donc s'il y a un trop gros écart, un trop gros décalage entre la note du bulletin et la note obtenue à l'épreuve, il est clair que ce décalage sera étudié par les établissements qui accueillent l'élève. Si bien sûr la note s'inscrit dans la logique du bulletin, il n'y aura pas de souci. Pour le moment, donc, les épreuves sont maintenues en mars. Des rumeurs courent, mais ces rumeurs pour le moment n'ont pas été confirmées. Le gouvernement semble ne pas vouloir céder là-dessus. En tout cas, il y a des demandes fortes pour que tout ça soit repoussé au mois de juin. Donc, si c'était repoussé au mois de juin, évidemment, mon propos tombe à l'eau. Mais pour le moment, on n'en est pas là. Étape 3, c'est l'examen des vœux par les établissements d'accueil. Entre le 8 et le 27, donc, les établissements d'enseignement supérieur étudient les candidatures. L'appréciation de chaque vœu est faite au regard de la cohérence entre, d'une part, le projet de la formation du lycéen, ses acquis et ses compétences, et d'autre part, les fameux attendus. Les attendus de la formation qui sont des attendus nationaux et qui peuvent être déclinés par chaque établissement. Et il y a des attendus nationaux pour chaque formation, je les ai là, ils sont tous là, vous pouvez aussi y accéder facilement. Vous voyez, c'est une liasse importante. Pour chaque formation d'enseignement supérieur, vous avez des attendus qui sont ainsi déclinés. Il s'agit d'attendus en termes de connaissances, de compétences, voire même ça peut aller jusqu'à des attendus comportementaux. Je vais vous en lire un en particulier qui concerne des études qui sont souvent, disons, recherchées par les élèves de lycée, et vous allez voir la confirmation de mon propos. Ce sont les attendus pour ceux qui vont postuler pour intégrer l'une des deux voies pour accéder à ce qu'on appelle la faculté de médecine. Je vous dirai tout à l'heure, je vous ferai un petit complément sur les modalités de recrutement dans les études de santé depuis l'année dernière. Donc ceux qui sont dans la voie, disons, classique, après avoir fait des études scientifiques et qui souhaitent intégrer cette voie, voilà ce qu'on leur demande. Donc les éléments de cadrage national. Je vous lis que les gros titres. Disposer de très bonnes connaissances et compétences scientifiques. Ça, c'est le contenu en termes de connaissances. Disposer de très bonnes compétences en communication. Capacité à communiquer à l'écrit, à l'oral, de manière rigoureuse et adaptée. Capacité à se documenter dans au moins une langue étrangère. En particulier l'anglais. Disposer de très bonnes connaissances et compétences méthodologiques et comportementales. Capacité d'apprentissage, curiosité, capacité à fournir
une très importante quantité de travail personnel, disposer de qualités d'engagement importantes. En d'autres termes, ne pas avoir peur d'affronter les études qui vont exiger beaucoup d'investissement. Et enfin, écoutez bien, disposer de qualités humaines, d'empathie, de bienveillance et d'écoute, essentielles dans toutes les filières ouvrant au métier de la santé. Vous voyez jusqu'où se situent les attendus, donc, et qui sont ceux sur lesquels, bon, bien sûr, vont s'appuyer les recruteurs, les établissements, qui effectivement vont donc, en quelque sorte, sélectionner les dossiers et qui ensuite, bon, lorsqu'il y a des oraux, vont pouvoir tester des étudiants là-dessus. Il est donc important que vous, en amont, vous ayez pris connaissance de ces attendus. Ils sont disponibles, ils seront sur Parcoursup. Et chaque fois que vous allez cliquer pour aller vers une formation, vous aurez possibilité d'accéder à ces attendus pour pouvoir voir si effectivement, vous, il n'y a pas des éléments qui manquent un petit peu, pour pouvoir les travailler le cas échéant, pour pouvoir s'y préparer, et pour pouvoir voir avec les professeurs aussi si ce que je choisis est cohérent avec mon niveau, avec mes compétences, avec mes connaissances, avec tous ces éléments-là. Donc ces attendus qui vont être probablement redéfinis avant que ceux que je vous donne là, ce sont ceux de février 2019. L'autre fois, on nous a dit qu'ils seraient certainement un petit peu dépoussiérés, mais ça ne s'éloignera pas beaucoup de ça. Donc voilà, des attendus pour chaque type de formation. Vous voulez faire du droit, des lettres, de la philosophie, psychologie, tout ce que vous voulez. Même aussi un BTS, même aussi pour les grandes écoles, pour les classes préparatoires, vous avez tout ça. Et qui sont disponibles donc, sur le site de Parcoursup. Donc important, c'est pour ça que j'ai mis cette notion en caractère grave. N'hésitez pas à aller les consulter. Conformément à l'objectif de transparence de la procédure nationale de préinscription, les critères d'examen qui seront pris en considération. Oui, alors là, pour éviter, si vous voulez, une sélection un petit peu à la porte-pièce, à la tête du diable, tout ce que vous voulez, les établissements sont sommés d'établir des critères et de les faire reconnaître au public. Donc vous les trouverez aussi disponibles pour chaque établissement sur le site pour que le candidat sache effectivement quels sont les critères que les établissements vont prendre en compte. C'est pour ça qu'à côté des attendus nationaux, il y a des attendus qui peuvent être plus locaux en fonction de telle ou telle université. Par exemple, si vous prenez Paris-Dauphine, à Paris, qui est une faculté centrée sur l'économie et la gestion, bien Paris-Dauphine a des attendus très particuliers qu'on ne retrouvera pas, par exemple, à la faculté d'économie de Montpellier. C'est une faculté, certes, mais qui a des attendus très précis et qui est très sélective dans le recrutement des candidats, mais elle leur fait savoir quels sont les critères qu'il faut réunir pour intégrer Paris-Dauphine. Donc d'une université à l'autre, ça peut changer. En droit, on peut avoir 36 branches du droit, selon ce que l'on veut faire comme orientation par la suite. Si on veut faire du droit international, du droit européen, du droit tout ce que vous voulez, vous avez des universités qui sont plus ou moins bien préparées pour chacune de ces voies. L'étudiant peut très bien se dire, moi je vais faire mon droit à Lyon, parce qu'à Lyon, il y a les masters qui correspondent à ce que je veux faire ensuite. Voilà. Donc c'est un travail qu'il faut faire en amont de ça. Ça, ensuite, on peut le justifier dans la lettre de motivation. Ça rentre dans le projet et la cohérence du projet. Donc, il est important que l'on puisse connaître les critères sur lesquels les établissements s'appuient, et ça, vous les aurez aussi, qui seront mentionnés. Étape 4, enfin, l'étape qui est la phase d'admission. Alors là, ça nous a échappé, donc depuis le 8 avril, nous, les choses, on les a pris entre nos mains, c'est l'établissement qui a tranché, donc le 27 mai au soir, tout est fini, et à partir de là, c'est un moment un petit peu de tension, hein, les élèves seront fébriles, les familles aussi, puisqu'à partir de là, ça va tomber, hein, les résultats, les réponses vont arriver sur les identifiants des élèves. À partir du 27 mai, le candidat peut consulter dans son dossier les réponses données par les formations pour chaque vœu ou sous-vœu. Tout le monde doit répondre. Tous les établissements pour lesquels vous avez postulé devront donner une réponse à la demande qui a été formulée. Les propositions d'admission sont transmises au fur et à mesure et en continu. Je vais vous expliquer ces modalités, vous allez voir. Chaque fois qu'un candidat confirmera un vœu, en disant oui, on m'a accepté, donc j'accepte moi aussi. On m'a pris, j'accepte. Donc je valide le vœu. Ça libère tous les autres vœux pour lesquels vous auriez eu une réponse positive.
C'est pour ça que lorsqu'on va rendre les vœux, on va demander à l'élève de choisir dans un délai bref. On va lui donner par exemple 5 jours. Disons que quand les vœux vont tomber le 27 mai, imaginons un élève qui ait fait 10 vœux. Sur les 10 vœux, il a 3 oui. Eh bien, il ne peut pas garder les 3 oui éternellement. Il devra, sous les 5 jours, choisir l'un des 3 oui. Automatiquement, et il libérera les 2 autres. De sorte que ceux qui sont derrière et qui attendent vont pouvoir, vous comprenez, l'astuce du système. Pourront essayer de remonter. Ah non, non, c'est comme ça que ça se passe depuis toujours. Depuis qu'existe Parcoursup. J'ai vu une sirène sur l'orientation et elle me disait justement que de ne pas valider tout de suite et de bien attendre jusqu'au vœu précisément plus. Ah non, non, mais ça d'accord. Non, non, mais attendez, je vais le reprendre. Ça sera un point précis. Donc, je le reprends. À partir du 27 mai, donc, les résultats vont tomber et chaque jour, ils seront actualisés. Alors justement, on y vient. Quel type de réponse peut-on recevoir sur son ensemble de 3 types de réponses? Si vous avez des sélections, des formations sélectives, formations sont dites sélectives dans la mesure où l'établissement peut refuser un dossier. Peut dire donc non à une candidature. C'est le cas des classes préparatoires aux grandes écoles, ce qu'on appelle les classes prépa, c'est le cas des IUT, c'est le cas des BTS, c'est le cas des IFSI, des instituts de formation au métier d'infirmier, c'est le cas des EFTS, ça ce sont des établissements de formation du travail social, pour ceux qui seraient intéressés. Ces établissements-là sont des établissements dits sélectifs. Lorsqu'on a candidaté pour ces établissements, on peut donc recevoir 3 types de réponses. Oui, vous avez une proposition d'admission, il devait y répondre dans un délai indiqué, c'est-à-dire que oui, l'établissement accepte votre demande. Donc il vous prend. Oui, mais votre dossier est en attente. Donc on vous prendra si vous remontez dans la file d'attente. Donc vous n'êtes pas pris dans la liste principale. Mais vous êtes quand même dans la liste d'attente. Votre dossier, disons, a attiré notre attention. On l'a considéré comme un dossier de qualité, intéressant. On vous met donc en liste d'attente pour le cas où des places se libéreraient. Et on va donc préciser, ça c'est très bien fait par contre, et on précise l'endroit où vous vous situez dans la liste d'attente. Et on vous précise aussi jusqu'à quel niveau on a repêché l'année précédente. Oui? Imaginez le scénario suivant. Oui, vous êtes en attente, vous êtes en 65e position sur la liste d'attente. L'année dernière, on a repêché jusqu'au 140e candidat. La probabilité pour que vous entriez est très forte. Oui? Par contre, oui, vous êtes en attente, et c'est surtout pour les universités, mais vous êtes en 700e position, la probabilité que vous intégriez là devient très faible. Vous voyez donc, ces indicateurs vous seront fournis. Et comme ce sont des établissements sélectifs, vous pouvez avoir une réponse négative. C'est-à-dire que votre dossier n'a pas retenu leur attention, ils l'ont considéré comme trop fragile ou incomplet ou insuffisant, et ils refusent votre candidature. Dans ce cas, c'est définitif. Vous ne serez pas accepté dans cette formation. Vous ne pouvez pas aller plus loin. Donc 3 possibilités, oui, oui en attente ou non. Ensuite, il y a l'université. En France, le principe de l'université, c'est que tout bachelier peut accéder à l'université, ne peut pas refuser un dossier. Donc l'université ne peut pas refuser un dossier, donc la réponse non n'est pas possible. Là aussi, l'université, vous avez postulé pour une licence, première année de licence, accepte votre candidature, donc oui. Votre
dossier présente des carences. Vous avez un profil intéressant, mais par exemple, il y a un point sur lequel on trouve qu'il y a des insuffisances. Alors l'université va vous dire oui, si. Oui, si, c'est un oui. Mais accompagné d'une condition. À condition que vous suiviez l'année prochaine un plan de rattrapage sur un certain nombre de matières pour lesquelles on considère que votre profil présente des fragilités. Et c'est l'université qui mettra en place ce programme. Si vous acceptez la proposition, vous devrez le suivre. Ou bien oui en attente. C'est la façon qu'a l'université de dire non. Puisqu'elle ne peut pas dire non, elle va vous mettre, parce que toutes les universités, ou presque aujourd'hui, ont numerus clausus, ça fait en quelque sorte un volume d'un effectif qu'elle ne peut pas franchir. Si en première année on a 500 élèves, 500 étudiants, eh bien on ne pourra pas en mettre 800. Donc s'il y a 800 demandes, 1000 demandes, eh bien on mettra 500 candidatures en attente. Et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. L'élève connaîtra l'endroit où il est dans la liste d'attente et l'endroit jusqu'où on a repêché l'année précédente pour savoir s'il a des chances ou pas. Alors si la clôture de l'examen des vœux va jusqu'au 27 mai, ce sera peut-être le 28 au matin. Ah non, le jour où on arrête, où l'examen des vœux s'arrête, quand on dit le 27, ça veut dire que ou le 27 ou le 28, en tout cas, les vœux vont arriver sur les... Mais en fait, donc, tout arrive en même temps, sauf que il y en a qui vont libérer des places, et donc ça va décanter dans les mêmes jours. Et c'est que si par exemple un enfant se dit bon, je vais prendre ça, parce que j'en attends là, et là, et peut-être que des jours après, il aurait... Non mais attendez, vous anticipez la suite de mon explication. Donc c'est d'abord pour que vous puissiez voir les réponses possibles. Alors maintenant, mise en jaune des cas de figure, l'élève qui a plusieurs oui et qui a plusieurs propositions en attente. Donc, situation confortable, l'élève a plusieurs réponses positives et plusieurs propositions en attente. Il devra, s'il a 3 oui, et imaginons 5 propositions en attente. Sur les oui, il devra en retenir qu'un. Il aura 5 jours pour dire, voilà, sur ces 3 oui, je prends celui-là. Donc il prendra celui, évidemment, qui correspond à sa hiérarchie à lui. Celui qui est le plus haut dans sa hiérarchie. Mais comme vous le dites, il se peut que dans les propositions en attente, il y ait ses propositions préférées, ses demandes préférées. C'est que l'institution, l'école, l'établissement qui voulait intégrer l'a mis en attente. C'est celui-là, il est en attente. Il va donc dire oui pour l'une des propositions, parce qu'il a besoin de tenir quelque chose. Et il va maintenir sa candidature pour les autres propositions qui sont en attente. Il va rester en course pour les autres. Oui? Voilà. Donc, si, quand la moulinette tourne, eh bien, ce fameux en attente devient un oui, 5 jours plus tard ou 6 jours plus tard, bim, baf, il est rentré. Il passe en oui. Il était en attente, il devient oui. Alors, ça lui fera 2 oui, celui qui l'avait validé et celui qui se transforme en oui. Suivez mon propos. Entre mes oui en attente. Alors, il devra, hop, en balancer un. Et puisque cet établissement qu'il avait mis en attente est celui qu'il préfère, alors il lâchera le premier qu'il avait pris et il gardera celui qui vient de lui être proposé. Oui, vous comprenez la logique? Donc s'il y a plusieurs oui, on ne doit retenir qu'un. S'il y a plusieurs propositions en attente, il peut toutes les garder et attendre de voir comment ça se passe pour lui par la suite. Pardon? Et tous les jours, vous regardez où vous en êtes.
vous pouvez regarder votre site pour voir si vous remontez dans la liste des... Et au début, on remonte vite. Hein. Au début, comme il y a des choix. Au début, ça fait... L'ascension de crêpe très vite. Après, sur la fin, évidemment, c'est plus poussif. Hein. Mais au début, ça va très vite. C'est pour ça qu'en fait, il ne faut pas du tout être inquiet au début. Je vais vous le mettre. Vous comprenez cette logique des choix, là? Le candidat reçoit plusieurs propositions d'admission. Oui ou si, que doit-il faire? On vient de le dire. Hein. Il doit en conserver une et lâcher les autres, dans un délai qui est relativement bref, tout simplement pour permettre aux autres de pouvoir remonter. Il ne faut pas bloquer les places. Si vous dépassez le délai sans avoir donné de réponse, on supprime vos 3 oui. Si au bout du délai qui a été donné, vous n'avez pas effectivement fait votre choix, hop, ces 3 choix tombent et les places deviennent disponibles. Donc il faut le faire, il faut impérativement en conserver. Donc si les vœux en attente vous intéressent plus que celui que vous avez eu, alors si évidemment au premier coup vous tombez sur votre choix prioritaire, vous arrêtez tout. Vous répondez oui au choix qui était prioritaire pour vous, vous l'avez eu, ma foi, la suite ne vous intéresse plus, vous êtes casé. Vous n'allez pas vous amuser à voir si vous seriez passé pour les autres pour la forme. Donc, si vous avez votre choix premier, ben, si le candidat ne reçoit que des réponses en attente, ça arrive au début. Les dossiers les plus fragiles, notamment parmi nos élèves, peuvent avoir ce scénario-là. Il ne faut surtout pas paniquer, puisque les deux années qui nous précèdent l'ont montré par expérience, on n'a jamais eu d'élève à Bellevue qui ait été à la fin de la procédure sans proposition. Donc il n'y a aucune raison que ça démarre cette année. Donc il ne faut pas paniquer, il ne faut surtout pas s'énerver et voir comment les choses vont se passer. Vous verrez que progressivement les propositions vont arriver. Évidemment, les dossiers les plus fragiles sont ceux pour lesquels, bien sûr, le candidat est le plus au fond dans les listes d'attente, mais même ça, vous verrez qu'on remonte. J'ai en tête des tas d'élèves pour lesquels on avait une grande inquiétude et qui finalement sont arrivés à décrocher quelque chose. Alors que se passe-t-il si l'élève a fait que des choix sélectifs? D'abord, s'il a fait que des choix sélectifs, c'est qu'il a été mal conseillé. Il prend des risques. Un élève qui fait que des choix sélectifs s'expose à l'éventualité de n'avoir que des noms. Ou alors il est un excellent élève, il est très sûr de lui, et il a su faire dans ses choix sélectifs des choix d'établissement pour lesquels son dossier passera automatiquement. Mais on peut envisager ce scénario, mais bon, peu probable, parce que jamais les profs laisseront passer ça. Hein. On demandera toujours à un candidat, à un élève, de faire des choix sécurité. Il faut toujours avoir des choix sécurité, qui se rapprochent le plus possible de ses souhaits, mais qui vous garantissent malgré tout de pouvoir poursuivre vos études dans un univers proche de celui qui est le vôtre. Si toutefois ça se produisait, ben voilà, après le 16 juin, eh bien, il recommence, il a la possibilité de faire ce qu'on appelle une proposition sur liste complémentaire. Mais là, bien sûr, c'est pas intéressant du tout parce qu'on récupère tout ce qui reste, et ce qui reste n'est pas forcément les meilleures places, évidemment, et surtout pas dans les lieux où vous vouliez aller, parce qu'il y a aussi une dimension géographique. Les études, on souhaitait les faire dans des facultés, dans des villes particulières. Ensuite, c'est la phase de l'inscription administrative qui reste à finaliser. L'établissement qui vous a reçu, vous devrez finaliser ça. Et vous le finaliserez dès que le baccalauréat sera passé. Je rappelle que les résultats du baccalauréat, alors je crains de dire une sottise, mais c'est vers le 3 ou le 4 juillet, je ne sais plus. Là, on vous le dira de façon précise. Avec les épreuves de rattrapage qui se font le 7. Donc, dès que les résultats sont tombés, vous confirmez votre inscription dans l'établissement dans lequel vous... Et puis, il y a toutes les autres modalités aussi, bien sûr que je n'expose pas ici, inscription au CRUS, inscription recherche de logement, enfin tous ces trucs-là,
sont en dehors de mon discours. Alors si vous voulez, si vous êtes intéressé, je ne sais pas, peut-être que ça n'intéresse personne, si c'est le cas, je ne le fais pas, mais si vous êtes intéressé, il y en a qui sont intéressés par ça, oui. Donc on va en parler, pour les autres, bon, ça permettra de faire alors aller entre moi et monsieur qui va suivre, là, c'est de vous expliciter la manière dont se font les études, l'accès aux études. Avant ça, on peut, si vous avez des questions à poser, allez-y. Est-ce que vous avez des questions à poser, des points qui... Oui. Je voulais poser une question par rapport à certaines formations, les concours à passer dans certaines écoles. Quand on choisit une formation, les concours sont inscrits dans cette formation. Alors aujourd'hui, je crois que 98% des formations post-bac sont sur Parcoursup. Donc oui, vous mettez sur Parcoursup. Si vous pensez aux écoles qui ont des prépas intégrés, par exemple. Oui, il faut s'inscrire. Oui. Oui. Ah ben, il y a ah oui, privé comme public en fonction de formation. Par exemple, si vous prenez le BTS, assistant à gestion PME-PMI, l'établissement de notre y est dessus, évidemment. Mais je pense que dans la phase numéro 1, là, du 20 décembre au 20 janvier, il faut bien faire ce travail de préparation. C'est là qu'il faut aller vérifier tous ces éléments. Si vous êtes intéressé par une formation, repérez tous les établissements. Le site de l'ONICEP vous les donne, tous ces sites. Vous allez sur l'ONICEP et vous cherchez, vous trouverez tout ce que vous voulez. Oui. Un vœu et 2 sous-vœux. Oui. Ben, la démarche doit venir de l'élève. Là, moi, je dis qu'il faut être là dans la spontanéité. On prépare son truc, on le soumet au prof principal ou à Madame Carletto, qui est psychologue scolaire et qui est très très habituée à faire ce type de travail. Moi-même, j'en reçois pas mal. Ils viennent nous montrer et on les accompagne, on corrige ce qui peut. Voilà, il faut que ce soit spontané de leur part. Ah oui, il faut. Oui. Vous avez entendu tout à l'heure l'attendu, par exemple, sur les études de santé. C'est sûr que si on a le BAFA, si on est habitué vous comprenez ça, à s'occuper des jeunes, à faire de l'animation, etc., bien sûr, on va le mettre en avant. Et oui, parce que c'est un argument qui sert votre démarche. Ça, il faut savoir trouver effectivement ce qu'il a, même tout ce que fait l'élève en dehors de l'établissement, dans sa vie privée, s'il est membre d'une association avec qui il s'occupe des gens, etc., s'il a le BAFA qui fait l'animation, s'il est sportif de haut niveau, tout ce qui peut justement valoriser sa personne en fonction aussi de ce qui est attendu derrière, c'est certain, il faut savoir le mettre en évidence. Un élève qui fait une demande pour un établissement où on a besoin d'un bon bagage linguistique, il va bien sûr mettre en avant tout ce qu'il a pu faire et qui lui a permis de... Oui, la lettre de motivation doit être vraiment adaptée, elle doit intégrer les éléments qui sont dans les attendus. Il faut le faire, bien sûr, mais avec sincérité. Il ne faut pas inventer des arguments, en quelque sorte. Il faut le faire avec sincérité. Voilà, donc vous allez rentrer dans cette aventure, les enfants, je crois que c'est... Puis vous verrez, à partir du 27 mai, c'est passionnant. C'est lorsque vous allez commencer à voir les résultats, et que ces résultats tombent. Après, il y a même des élèves, ça c'est l'embarras du choix, c'est ceux qui sont très gâtés, qui justement ont plusieurs réponses positives et qui ne savent pas, et qui n'arrivent pas à trancher. Ça arrive aussi. C'est-à-dire que vous savez ce qu'on appelle en économie le coût d'opportunité, le coût d'un bien, c'est pas lié au ce qu'il coûte, c'est quand comme les ressources sont rares, le budget d'un ménage est rare, s'il privilégie un bien, c'est au détriment d'un autre. Le vrai coût d'un bien, c'est le fait d'avoir fait le sacrifice de ne pas avoir l'autre. Là, c'est pareil. Si on accepte une formation, eh bien, on se prive aussi de l'autre formation qu'on aurait bien aimé faire. Et là, on a des élèves parfois qui ont du mal à arbitrer. Dans la mesure où les 3 ou 4 qui leur sont proposés,
leur conviennent. Mais ça, bon, quand on en est là, il vaut mieux ça que d'avoir la position contraire. Alors ceux qui souhaitent, oui. Par rapport aux options, comment ça se passe? Il faut que chaque participe, on met des options à la qualité. Ça se fait après. Ah non, ça se fait après ça. Après, les études que vous voudrez faire dans l'université, le parcours, vous le ferez lorsque vous vous inscrirez à l'université. Mais ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des universités. Les universités, elles sont libres d'établir le programme qu'elles veulent. Ce n'est pas comme un lycée. Le lycée, il est soumis à des programmes nationaux. Nous, que vous soyez au lycée à l'Est ou à Strasbourg, vous aurez le même programme. Alors que les universités fabriquent leur propre programme. Elles ont des colorations différentes. Vous avez des formations qui sont plus centrées sur... Prenez la fac d'Aix-en-Provence. C'est connu pour ses formations en sciences politiques. Mais si vous prenez la fac d'économie d'Aix-en-Provence, les maths pèsent beaucoup moins lourd que si vous prenez la fac d'économie de Montpellier, qui a une tradition centrée sur l'économétrie. Donc l'élève qui veut faire des études d'économie centrées sur l'économétrie prendra plutôt Montpellier. Et celui qui n'est pas matheux prendra plutôt Aix. Est-ce que les programmes sont établis de manière distincte en fonction des colorations que les facs font? En droit, alors c'est particulier aussi. Droit, selon que vous faites droit international, droit européen, droit des affaires, enfin tout ça, et les facs se spécialisent. Donc, il reste à peu près 5 minutes à 10 minutes, le temps que donc, le relais soit pris. Pour ceux qui souhaitent aller en fac dite de médecine, le fameux concours a été supprimé. Je dirais que ce n'est pas une mauvaise chose. On fabriquait des bêtes à concours avant de fabriquer des médecins. Et quand nos jeunes sortaient de la prépa au concours, ils étaient épuisés. On les soumettait à un rythme qui était un rythme de folie, qui ne signifiait pas pour autant. Alors, ceux qui fabriquaient des gens qui étaient assez monoformes, des gens qui étaient capables de résister à cette pression, de pouvoir bosser, de pouvoir réussir le concours, pour pouvoir intégrer les études de santé. Ils ont laissé tomber ce système. Et ils ont adopté un système complètement différent, en ouvrant la possibilité d'accéder à l'université, à la faculté de santé, en créant 2 voies. L'une, la voie dite LAS, une licence avec option santé, accès santé, pour des étudiants, pour des lycéens qui au lycée n'auraient pas fait des études scientifiques particulièrement. Et l'autre, parcours spécifique accès santé, qui ressemble assez fortement à ce qu'il y avait avant, pour des élèves qui au contraire ont un bagage scientifique et qui choisiront cette voie, qui dite voie PASS. Premier parcours, ceux qui utilisent cette voie, la voie donc dite licence avec une option santé, accès santé. Le lycéen choisit une licence qui correspond à ses points forts, à ses projets. Ça peut être du droit, ça peut être lettres, ça peut être psycho, ça peut être biologie, gestion, économie, peu importe. Et l'université propose, et toutes l'ont fait, pas toutes, mais si vous prenez Montpellier, droit ANA, Nîmes aussi, faculté de Nîmes. Donc, ils ont en leur sein, ils proposent une option accès santé. Donc l'élève, vous comprenez, démarre son parcours en droit et prend cette option accès santé. Ça veut dire qu'il n'écarte pas l'idée de candidater pour entrer à la faculté de santé. Il doit valider sa première année. Vous savez que le système de licence fonctionne en crédit. Donc pour avoir la licence, il faut avoir 180 crédits, 60 par année. Donc il valide sa première année. Il obtient ses 60 crédits. Il considère que lui, son avenir, c'est dans le droit. Il passe en 2e année de droit et il fait ses études ensuite. Et puis finalement, il se dit non, je vais quand même candidater pour la fac de santé. Et il pose sa candidature pour cette fac de santé qui va former pour les futurs médecins, pharmaciens, etc. Puisqu'il candidate, puisqu'il a validé sa première année, puisqu'il a choisi l'option accès santé dans sa formation, sa candidature va être prise en compte. Et si le candidat a un bon profil, il pourra être accepté en fac de santé et démarrer ses études en médecine, par exemple, pour la suite de sa formation. S'il n'est pas pris,
Alors il passe en deuxième année de droit, et à l'issue de sa deuxième année, s'il la valide de nouveau, il peut recandidater pour les études de santé. Donc chaque étudiant aura 2 chances au cours du premier cycle universitaire pour pouvoir intégrer ce type d'études. C'est la même chose de l'autre côté. L'étudiant qui en fait des études plutôt scientifiques au lycée intègre l'autre voie. Alors à lui, on lui demandera de choisir une option qui ne soit pas une option dans ce domaine-là. Il faudra qu'il choisisse une option qui pourra être droit, lettres, philo, biologie, peu importe, que la fac de santé propose et qu'il devra faire en complément de ses études. Lui aussi doit valider sa première année, et s'il valide sa première année, il va candidater à la faculté de santé. Sa candidature est retenue, il poursuit dans ces études-là. Mais si sa candidature n'est pas retenue, malgré qu'il ait validé sa première année, parce que son dossier est considéré comme pas assez bon, par exemple, alors il devra poursuivre ses études dans l'option qu'on lui a demandé de choisir en plus des options d'études de santé. Vous voyez la logique? Et à l'issue de sa deuxième année de fac, lui aussi pourra recandidater s'il souhaite tenter une deuxième chance pour intégrer la fac de santé. Ainsi donc, il y a 2 voies qui sont créées et qui montrent comment l'institution a la volonté de diversifier son recrutement dans les métiers de la santé. Alors, je ne pourrais pas vous en dire plus que ce principe. Là, par contre, on pourra vous en dire